toutes et tous et bienvenue sur le podcast de la mort et du deuil, le podcast qui offre une bulle de réconfort à tous les endeuillés. Je suis Tiffany, accompagnante professionnelle du deuil et je réalise ces épisodes aux côtés d'Elsa, ingénieure du son. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez laisser 5 étoiles au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour lui permettre de gagner en visibilité. Plus vous serez nombreux à l'écouter et plus les sensibilités évolueront. À l'approche du 15 octobre, journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal, nous avons souhaité mettre en lumière ce vécu si particulier dont nous avons encore peu parlé par ici. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse ou au cours des semaines suivant l'accouchement. C'est un deuil intime, multiple, mais aussi une effraction de la mort au cœur même de la vie. Un deuil encore trop souvent incompris. Bonjour, je suis Stéphanie, j'ai 45 ans. Je suis mariée à Julien et je suis la maman de 2 enfants. Un qui est à mes côtés tous les jours physiquement et l'autre qui l'est un peu différemment. Je suis aussi l'humaine dévouée de 2 félines. Côté pro, je suis accompagnante et formatrice spécialisée en psychotrauma et en périnatalité. J'ai perdu ma fille, Romane, en mars 2017. Pour vous parler de tout ça, je vais repartir un petit peu en arrière. J'ai eu une première vie adulte hyper riche et remplie de musique, de concerts et de voyages. Je voyageais beaucoup pour mon premier travail et la construction d'une famille était vraiment à 1000 lieues de mes pensées. Et puis en 2011, j'ai décidé de changer de vie et je suis rentrée en France et j'ai rencontré l'année d'après Julien, mon conjoint actuel, qui est lui aussi rentré en France après une première vie pro hyper dense à l'étranger. On s'est rapidement installés ensemble et on a aussi rapidement évoqué l'idée d'avoir un enfant. À ce moment-là, j'avais 34 ans et je me disais que j'avais encore le temps. 1 an après, on a réalisé que, j'étais toujours pas enceinte. Donc là encore, rien d'hyper stressant, mais j'ai quand même, décidé de faire des premiers examens et j'ai commencé par faire un décompte d'ovocytes qui a été, cet examen, mon baptême du feu de 7 années de PMA pour une infertilité liée à une réserve ovarienne très, très basse. Je vais passer sur les détails de la PMA, mais en gros, ça a été long et difficile. Surtout la première partie, en France, parce qu'en fait 2 ans après, début 2016, on est partis en Espagne pour, passer en protocole de FIV avec un don d'ovocytes. Comme j'avais pas de réserve ovarienne, il y avait plus de possibilités, que ça fonctionne grâce à un don d'ovocytes et c'était très OK pour moi. Dès notre première rencontre avec le médecin et l'équipe, en Espagne, contrairement à ce qu'on avait vécu, en France, on s'est sentis hyper soutenus, très entourés. Une donneuse a été trouvée, très rapidement et un premier transfert a été programmé et fin juin 2016, j'étais enceinte de Romane. Le jour où j'ai appris que j'étais enceinte, c'est assez fou dans mon souvenir. Avec Julien, on était sur un gros événement très intense de plusieurs jours et on a appris la grossesse là, au milieu de tout ce monde, qui avait aucune idée de ce qu'on vivait. Ce souvenir, il est à la fois un peu, surréaliste et hyper précieux. On a investi cette grossesse à fond et tout de suite. Ouais, j'avais de petites angoisses, mais en gros, j'allais hyper bien, mon bébé se développait super bien, tout roulait. On avait un suivi mensuel et j'y allais vraiment avec joie. À chaque fois, c'était une rencontre avec ma fille. Dès 5 mois de grossesse, on a fait de l'aptonomie et Julien a alors pu jouer avec elle et la faire bouger, c'était top. Bon, en gros, c'était une grossesse de rêve. Lors d'une visite à 39 semaines d'aménorrhée, donc vraiment à la fin de la grossesse, l'obstétricien m'a dit qu'il préférait déclencher l'accouchement, sans attendre le terme, parce que mon placenta se calcifiait. Ma fille était en forme, donc pour lui, c'était mieux.
Moi, j'étais hyper tranquille. C'est vrai, pourquoi est-ce que je me serais inquiétée? Vraiment à l'époque, là, on était en mars 2017, j'avais, aucune idée, qu'un bébé en bonne santé pouvait mourir pendant l'accouchement sans qu'on sache pourquoi. Et puis, moi, ce que je me disais, c'est que j'allais rencontrer ma fille plus vite et clairement la fin de la grossesse était long. J'avais hâte. Donc quelques jours plus tard, nous voici donc, hospitalisés pour lancer l'accouchement. La sage-femme qui nous a installés dans la salle de naissance était adorable. C'était la fin de sa garde et malgré tout, elle a pris le temps, d'installer, la perf, de me rappeler tout ce qui allait se passer dans la journée, enfin en tout cas dans les heures qui allaient venir pour, accompagner mon bébé à arriver, le plus vite possible. Puis elle nous a dit au revoir et elle est partie. La sage-femme suivante est arrivée au bout d'un moment et là, ça a pas été la même. J'ai aucun souvenir qu'elle se soit présentée. Je pense qu'elle a dû le faire, mais je m'en rappelle pas. Je me rappelle de ce qui s'est passé juste après, où en fait elle m'a examinée, sans me prévenir et surtout elle a percé directement la poche des os sans me le dire. Moi je savais pas du tout qu'on allait percer ma poche des os là comme ça et elle l'a fait, parce que quand je lui ai bien évidemment demandé pourquoi elle avait fait ça comme ça, au prétexte que ça allait accélérer le travail. Globalement ça a surtout fait un mal de chien. J'avais prévu un accouchement, physio et pas du tout réfléchi à l'intensité de la douleur des contractions en cas de déclenchement. Donc j'étais pas prête. Pendant 2 heures, j'ai tenu et puis au bout de 2 heures, j'ai demandé, la péridurale, j'en pouvais plus. C'était trop douloureux. J'avais des notions en tête de mon métier, donc ça m'a permis de rester, connectée à l'accouchement de ma fille et ce même avec une péri, bien chargée qui faisait que je sentais pas du tout, le bas de mon corps et l'accouchement s'est plutôt bien passé. En gros, je suis rentrée à 7 heures du matin et à 15h36, ma fille naissait et mourait, en même temps. Vers 15 heures, il y a eu plusieurs moments entre 14 et 15 heures, nous qui nous ont alertés. On voyait que son cœur arrêtait de battre, on appelait à l'aide, on nous disait que c'était normal. Mais comme on n'y connaissait rien, en fait, on a laissé faire et à 15 heures, la sage-femme a appelé l'obstétricien, très rapidement parce qu'en fait, alors qu'elle m'examinait, elle a vu que ma fille arrivait. Son cœur battait très bien. J'ai poussé 2 fois et elle est arrivée, mais elle était très pâle. Je l'ai eu une fraction de seconde sur moi avant que l'infirmière puéricultrice qui était là ne l'emmène en courant. En fait, je me rappelle du moment où on me la pose et tout de suite, l'infirmière qui part avec elle et moi qui comprends rien et là, il y a des minutes immenses qui ont commencé. Je voyais la sage-femme qui s'agitait dans la salle, l'obstétricien qui m'a serré la main en me disant félicitations et qui est parti. Et surtout, le silence. Quand je repense à ce moment-là, j'ai l'impression qu'il y a plus de son. Au bout de quelques minutes, j'ai demandé des nouvelles de ma fille et la sage-femme n'a pas répondu. Julien est donc sorti et il est allé, vers la salle de réa et là, il a vu notre fille avec toute l'équipe autour. Il a compris très rapidement et il a aussi été, tout de suite pris en charge par l'équipe, de réa. Par contre, c'est lui le premier qui est rentré dans la salle dans laquelle moi j'étais et donc c'est lui qui m'a fait comprendre le premier que Romane était morte. Ensuite, le pédiatre est arrivé et enfin tout de suite en même temps que lui et il nous a expliqué, mais j'écoutais rien. J'ai aucun souvenir de ce moment-là. J'étais complètement déconnectée de ce qui se passait, totalement dissociée. Je me rappelle du moment et pas du tout de ce qui était dans le moment, vraiment. Très vite, on m'a proposé, de la prendre dans mes bras et je sais pas combien de temps je l'ai gardée, mais ce que dont je me rappelle, c'est que j'aurais aimé qu'on nous laisse seuls. Il y avait tellement de monde autour de nous. Il y avait la sage-femme en qui j'avais pas confiance. Il y avait toute l'équipe de réa, il y avait Julien. En fait, je sentais tout le monde autour de moi qui me regardait et moi qui étais complètement bloquée avec mon bébé dans les bras et qui avait juste besoin d'être seule. Et donc je leur ai demandé de me laisser seule et tout le monde est sorti et ils ont pris Romane avec eux. Mais Julien l'a suivi,
et ils sont partis, pour s'occuper d'elle. Je sais que c'est un moment où ils ont fait des photos. Julien a pu rester seul avec elle et moi surtout à ce moment-là, je suis restée seule et ça m'a permis de comprendre en fait, ce qui venait de se passer. Très rapidement, tout le monde est revenu et là, j'ai demandé à partir de cette salle, vite. Elle était remplie de sang. Je venais de réaliser qu'elle était remplie de sang et vraisemblablement du sang de ma fille. Donc on nous a ramenés, dans le service, de maternité. On nous a mis dans une autre chambre, à l'autre bout du service et là, la soirée a commencé et elle a été très difficile. Plein de monde est venu, il a fallu prendre des décisions, l'autopsie, les obsèques, les papiers et tout ça sans savoir ce qui s'était passé, sans savoir pourquoi, notre fille était morte. On a envoyé un message à nos amis, on a un peu parlé à nos familles. L'obstétricien est passé très vite et vu que mon corps allait bien, parce qu'en fait l'accouchement s'est bien passé pour moi, il nous a proposé de partir le lendemain matin, le plus tôt possible. Ma sœur m'a proposé, son aide et on lui a demandé si elle acceptait de vider, notre maison des affaires de Roman et là toute notre famille s'est mobilisée et le lendemain matin, tout le monde a vidé la maison. C'était impensable pour moi de rentrer à la maison. Je pouvais pas et vraiment de vider la maison, en fait, ils nous ont donné un sas un peu plus grand pour qu'on ait le temps de comprendre. Je pense que si on était rentrés et qu'on avait vu la chambre, ça aurait été encore plus violent. J'ai beaucoup de gratitude pour ce qu'ils ont fait parce que ça a vraiment pas dû être facile pour eux. La nuit a été, difficile, mais par contre, cette fois, on avait une super sage-femme. Alors, c'est rigolo quand j'y repense. Elle avait un abord vraiment désagréable, mais elle me parlait comme si je venais d'accoucher, ce qui était le cas, hein, quand même, mais vraiment, elle me parlait, comme si, je venais d'accoucher. Elle me donnait des conseils, pour la suite, pour récupérer. On a parlé de la montée de lait, elle m'a prévenue de comment ça allait se passer, qu'on allait certainement me donner un traitement, mais qui marchait pas vraiment. Je savais, en fait, ce qui allait arriver. Aujourd'hui, je sais que j'aurais eu besoin d'être, davantage prévenue, davantage entourée sur ce postpartum hyper particulier que j'allais vivre, mais je sais aussi que j'ai eu la chance de croiser cette femme, cette nuit-là et elle m'a donné quelque chose que, peu de femmes qui viennent d'accoucher et de donner, naissance à un bébé décédé ont. J'ai eu beaucoup de chance de la croiser. Et puis le lendemain matin, à nouveau des papiers, des décisions, des personnes qui rentrent et qui disent rien d'intéressant. Et puis, je crois, cerise sur le gâteau, le psychiatre qui rentrait et qui me parle de la courbe du deuil en me disant, tout en restant bien évidemment à l'autre bout de la chambre, je pense qu'il est rentré à peu près d'1 mètre dans la chambre, en me disant qu'un jour, j'allais accepter ce qui était en train de se passer et que j'allais lui donner du sens. Sérieusement. Je me demande encore aujourd'hui comment on peut être aussi naze en termes de timing, de méconnaissance sur le deuil périnatal en travaillant en maternité et d'empathie, en fait. Je lui ai demandé de partir. On a continué, à voir, du monde, certains qui étaient très aidants, la cadre du service qui a été super, qui nous a, en étant très, factuelle, expliqué exactement toutes les options qu'on avait, qui nous a laissé, un peu de temps pour faire nos choix, qui était là lors du moment des signatures de papier, qui nous a dit qu'elle allait, nous adresser à une personne en particulier, notamment à l'état civil. Voilà, je me rappelle de ça. Pas de câlin, hein, mais des ressources factuelles et vers 11 heures, on est sortis. Nos familles, à tous les 2 étaient chez nous et ils attendaient de savoir, en fait, ce qui s'était passé. Mais en fait, on n'en savait rien, nous. On savait que c'était peut-être une hémorragie, vraisemblablement, un accident et en fait, un accident qui n'aurait jamais dû arriver, mais on n'en aura jamais su et on n'en saura, jamais plus. Aucun examen, n'aura pu clarifier ce qui s'était passé ce jour-là et pourquoi Romane est morte.
Aujourd'hui, quand je repense à tout ça, j'ai un regret, énorme. C'est celui de ne pas être retournée la voir. Celui d'être sortie aussitôt de la maternité. En fait, je suis contente, je voulais sortir de la maternité, mais j'aurais eu besoin de retourner la voir. Je savais pas que je pouvais. On me l'a pas dit. On m'a pas dit: «Vous pouvez revenir quand vous voulez». On me l'a pas proposé et j'ai eu la sensation qu'on nous mettait à la porte de la maternité. Alors oui, je voulais sortir, mais je voulais aussi revoir ma fille. J'ai pas osé le demander, je pensais que ça se faisait pas et j'ai pas su que c'était possible. Le regret qui me reste aujourd'hui, c'est celui-là. Les jours suivants ont été, chargés. La déclaration de décès à l'état civil, la visite aux pompes funèbres pour choisir un cercueil et une urne, la discussion sur la taille de l'urne. Mais vous savez, à cet âge-là, les cendres qu'on recueille, c'est surtout le cercueil. OK, merci. J'avais vraiment pas besoin d'entendre ça. La préparation de la cérémonie, le choix des musiques, la cérémonie, en tout petit comité. Ça aussi, c'est un truc que je regrette aujourd'hui. J'aurais aimé que nos amis, soient là, que Roman existe au moins par cette cérémonie, pour eux. La partie de la cérémonie, c'était, l'incinération. On avait imprimé ces photos et on les avait mises dans un grand cahier, sans obligation de l'avoir, mais, tout le monde est allé, ouvrir, le cahier, tout le monde a souhaité l'avoir. Et la deuxième partie, c'était dans une forêt au bord d'une rivière. Et je me rappelle la libération, que j'ai ressentie à ce moment-là. Comme si je venais enfin d'accomplir tout ce que je pouvais faire de mieux pour ma fille. D'ailleurs, 8 jours après sa mort, j'ai dormi pour la première fois. Les semaines suivantes ont été assez brumeuses. J'ai commencé par me renfermer et beaucoup pleurer. J'ai cherché, de l'aide thérapeutique. J'en ai pas trouvé d'appropriée. Les psys auxquels je me confiais réagissaient, très fort et j'ai beaucoup souffert de ce qu'elles ont projeté, sur ce que j'étais censée vivre selon eux. Et c'est là que j'ai commencé à lire et à me renseigner. Tout ce qui pouvait s'écrire sur la mort de bébé et sur le deuil périnatal. Avant la mort de Roman, vraiment, je savais pas que c'était possible qu'un bébé en bonne santé, avec une maman en bonne santé, meure pendant la naissance, pendant un accouchement qui se passe bien. Et en fait, j'ai découvert que non seulement c'était possible, mais j'ai découvert tellement plus. C'est cette connaissance, cette plongée, dans la connaissance qui a sauvé ma santé mentale et qui m'a permis de me rééquilibrer. Notre couple pendant ce moment-là a été, la bouée d'ancrage. On était, hyper solides, très ensemble. On a traversé ça, on a vécu tout ça ensemble. Pas sur les mêmes rythmes, pas sur les mêmes moments, mais on se parlait beaucoup. Et en fait, on savait tous les 2 qu'on cheminait sur notre chemin, mais c'était un chemin qu'on partageait et c'était tellement aidant. À la fin officielle du congé mat, j'ai repris mon activité. Avec la PMA, j'avais fait le choix d'être salariée le temps du parcours et surtout pour des raisons financières, hein, clairement. Mais avec la mort de Roman, c'était plus possible. Même si on envisageait de reprendre le parcours de PMA, je ne pouvais pas retourner, au salariat que je détestais, avant que ça arrive et là, ça m'avait pas aidée. J'avais toujours été indépendante, j'ai repris mon activité libérale à ce moment-là. Et quelques mois plus tard, retour en PMA et un peu moins 1 an après la mort de Roman, j'apprenais que j'étais à nouveau enceinte et j'ai perdu ce bébé. Le jour de l'écho du 1er trimestre, cet arrêt de grossesse a été hyper dur physiquement. Non seulement la grossesse s'est arrêtée, mais en fait, ça a été très violent et ce jour-là, j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Donc j'ai mis du temps à m'en remettre physiquement, j'étais à bout. J'en pouvais plus, on est reparti, assez vite faire un transfert qui n'a pas fonctionné. Moi, j'ai eu besoin d'arrêter.
En plus, on n'avait plus d'embryon, donc c'était un bon moment pour faire une pause dans le parcours PMA. J'ai continué, j'étais dans des parcours de formation en parallèle de mon activité, donc je me suis plongée dans tout ça. Et puis, au bout d'un moment, on a décidé de repartir en Espagne. Il fallait refaire des démarches pour retrouver une donneuse, et cetera. Et là, j'ai délégué toute l'organisation. Je me suis quasiment occupée de rien. Et puis, j'ai tellement délégué que j'ai même pas fait attention aux dates. Et un jour, je reçois le nouveau protocole et la date du transfert. Et là, on a pris conscience que c'était exactement les mêmes dates que pour Romane. Le transfert devait avoir lieu le 25 juin. Et je me rappelle de ma remarque sur le timing. J'ai dit à Julien que cette fois, ça allait marcher. Le transfert a fonctionné et 9 mois plus tard, 9 mois d'une grossesse vécue avec un niveau d'angoisse maximal, arrivait mon fils. Je crois que s'il y a bien une chose que j'ai apprise et que j'ai gardée tout au fond de moi, très précieusement depuis ce moment-là, c'est qu'en fait, on ne passe jamais à autre chose. On ne tourne pas la page, on n'ouvre pas un nouveau livre. Il y a un truc qui est venu, qui s'est cassé et qui retisse en même temps autre chose. C'est différent. Romane, elle est tous les jours avec moi, mais j'ai pas besoin d'y penser. Et en même temps, quand j'y pense, c'est plus douloureux. Vraiment, loin de là. Penser à Romane, c'est tout doux. Heureusement, parce que j'ai un petit garçon qui, lui, m'en parle. Pour terminer, je voudrais simplement dire à toutes les personnes qui écoutent et qui ont perdu un bébé, vous tenez debout et c'est déjà énorme. Un jour, vous arriverez à marcher et c'est sûr. Et puis, un jour, vous danserez à nouveau. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le dire en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et un commentaire sur Apple Podcasts. Vous permettrez ainsi sa mise en avant et la suggestion à d'autres auditeurs. Vous pouvez aussi nous aider à financer le matériel, les frais d'hébergement et tout le temps alloué à ce projet en faisant un don sur mon site web www.lesenvolés.com dans l'onglet Le podcast. Cet épisode a été monté, mixé et arrangé par Elsa Doll. Un grand merci à tous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.